Chers amis de Gaza, en collaboration avec le Forum économique mondial, l'ONU, l'OTAN et soutenu par BlackRock, nous vous proposons l'aventure de votre vie. Le voyage Gaza-Sinaï. Profitez de notre offre tout frais payé pour être les premiers à découvrir nos tentes de luxe avec vue sur mer. Mais attention, ce n'est pas une simple escapade, mais une immersion totale dans l'univers des réfugiés de guerre. Pas d'eau courante, pas d'électricité, ni de réseau 5G. Profitez de cette opportunité pour réduire votre empreinte carbone. Benjamin Netanyahou et Ronen Bar ont volontairement laissé faire cette attaque. Ils ont découvert leur défense et ils ont laissé faire cette attaque. Non seulement il n'a pas tenu compte des alertes qu'on lui a données, il y a eu quantité d'alertes, on le sait maintenant, non seulement il n'a pas tenu compte de ces alertes, mais il a désorganiser le système de défense d'Israël la veille de l'attaque. Même dans leur propre pays, les Israéliens pauvres sont chassés. La population israélienne est poussée toujours plus loin des villes et certains d'entre eux, parmi les communautés juives ultra-orthodoxes avec une grande famille, s'installent en Cisjordanie et fondent des colonies en territoire palestinien. Une occupation subventionnée par l'État et protégée par l'armée israélienne. Et à 8h du matin a commencé la réunion que Ronen Bar avait convoquée de tous les chefs de tous les services de sécurité israéliens qui étaient au siège du Shin Bet. Et là, on a bien fermé les portes et ils ont discuté jusqu'à 11h du matin pour savoir ce qu'ils allaient faire. Mais l'attaque, elle a commencé à 6h30. Donc, on a tous les chefs des services de sécurité qui sont enfermés dans une pièce de 8h à 11h du matin. Enfin, faut m'expliquer ça. La colonisation permet de s'assurer du soutien de la partie la plus extrémiste de la population israélienne, mais aussi de sécuriser à moindre coût la Cisjordanie puisque les colons y vont armés, mais aussi de trouver une solution à l'augmentation permanente des prix, les colons trouvant du coup des logements pas chers quand les milliardaires fonciers israéliens peuvent continuer à faire augmenter les prix. Gaza is it's the prototype of the 15-minute city. It has AI machine guns mounted above the gates, constant surveillance, the controlled existence, the lack of rights, the lack of prosperity, obviously, the inability to even get sufficient food or water. It's just like those Palestinians, they're very dramatic. Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. They're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. If you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from 1 year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human lives? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate for today? You guys will be happy. That's my question. Lorsque vous faites référence à l'ethno-nationalisme juif, vous parlez de sionisme. L'État d'Israël est sioniste parce que sa constitution et ses lois sont basées sur l'ethnicité et la race. Il est considéré comme un État d'apartheid classique, avec chaque couche de l'État structurée pour privilégier une race sur les Palestiniens. Les Juifs, on leur met la pression pour leur dire en fait, Israël c'est le seul foyer des Juifs à travers le monde, c'est le seul pays qu'on a, c'est la seule nation qu'on a. Donc vous appartenez à ce peuple race, et donc par solidarité tribale, vous devez soutenir ce que fait cet État de façon inconditionnelle. I really applaud Israel for doing one thing that no military force in the world does. Because I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis, and they said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them. 6 guerres en 17 ans dans la bande de Gaza. Des meurtres répétés dans un territoire qui est une prison, qui dépend à 80% de l'aide alimentaire, où la moyenne d'âge environne les 25 ans, où 75% des jeunes sont au chômage, et maintenant ils doivent subir un nettoyage ethnique et la destruction quasi totale de leur territoire sans qu'il n'y ait aucune solution. Right now, in Palestine, in West Bank and Gaza, 20% of Palestinians go through Israeli
prison system, whether imprisonment, whether interrogation, whether torture. And the rest of them, they live a life of daily loss of land, of homes, of life, and they are suffocated by this. So let me ask you something. If you are a Palestinian living into these conditions for decades, would you sympathize with your oppressor or sympathize with the people who claim they resist them even if they are terrorists? Mais l'important, c'est de choisir votre camp de concentration. Gaza étant un excellent prototype de ville de 15 minutes, vous serez sur la bonne voie. Mais si vous êtes pro-paix et anti-guerre, malheureusement, vous êtes automatiquement étiqueté d'antisémite. Dans le fond, là, en chacun de nous repose un antisémite qui s'ignore. Des antisémites asymptomatiques. I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocity? Yes, I condemn Hamas. I condemn Hamas. Hamas is the source of all evil. They are a reason for everything. And you know what? Let's, for a minute, imagine a world without Hamas. Right. What will this world look like? Let's give this word a name, and let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank. And since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Since the occupation of the West Bank, 7,000 Palestinians were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. התגובה הכי טובה לסרטון הזה היא למחוק את עזה. בדודה שלי שם, אשתו של בן דוד שלי שם, תינוקות נמצאים שם, יהודים וערבים אגב, הם שם. מה זה אמור לעשות לחוסן הנפשי שלנו? לשמוע אתכם מדברים ככה, בסיסמאות כאלה, כאילו אנחנו לא כאן, וזה מה שיש לכם להגיד, למחוק, להשמיד, לשטח. את מי אתם משטחים? בני אדם שאתם הפקרתם אתם משטחים. Au sol, on a affaire à une guerre urbaine. Et cette guerre urbaine, les combattants palestiniens sont effectivement préparés à la faire. Ils se sont préparés depuis longtemps à la faire et ils ont, je dirais, une forme de résolution, certains diront de fanatisme, qui fait qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont en plus un réseau de tunnels, personne n'en connaît vraiment les dimensions. If we agree that for the 14,000 casualties, I mean, who's counting, are human shield, does that mean that every single one of those civilians was standing, obscuring a military target behind them? Because that's a lot of weapons. I mean, Hamas is packing. Vous avez au minimum, entre 20 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Entre 20 et 30 000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers des morts qu'on n'a pas pu dégager des décombres. Quand on a un tel niveau de décombres... Ça, c'est beaucoup plus que ce qu'annonce le Hamas. Bien sûr, beaucoup plus que ce qu'a dit le Hamas. Pas... Et attention... le Hamas indique 16 000 morts environ. 16 000. Et en fait, nous, les analystes militaires, on pense qu'on est entre 20 et 30 000 morts à ce stade. On a un système d'intelligence artificielle qui définit des cibles, environ 500 par jour. Quand on les définit dans un état-major, quand on en a une centaine par jour, on est bien content. Mais là, ils en sont à 500 par jour. Et les tirs sont faits automatiquement. Les soldats israéliens, dans leur ensemble, alors je ne dis pas tous, mais dans leur ensemble, sont dépourvus de la capacité de décider ce qu'ils font. Dans ce type de bombardement, on fait 4 fois plus de blessés. Ça veut dire qu'on a largement dépassé les 120 000 personnes blessées ou tuées par les bombardements. Et donc ça, c'est un carnage. Là, on n'est plus dans une norme, il n'y a pas de norme pour la guerre, mais on n'est plus dans un bilan normal, on est dans un bilan qui est disproportionné. Ça n'est pas un génocide au sens de ce qu'on a vu au Rwanda, par exemple, puisque on ne cherche pas humainement à tuer tout le monde. Mais d'un point de vue de la machine, c'est un génocide. La machine est là pour tuer le plus de gens possible. On est face à une situation où la crise à l'intérieur d'Israël pousse Netanyahou à la guerre et cette guerre renforce encore plus cette crise à l'intérieur d'Israël contre la population et contre une partie de la bourgeoisie et contre l'opposition, ce qui au final pousse encore et encore à la guerre. La guerre est très difficile avec une armée israélienne qui n'a pas été entraînée pour ça. C'est ce qui explique les succès tactiques des combattants palestiniens, Hamas, Djihad islamique, Front de libération de la
Palestine, etc. Maintenant, la question de l'opinion publique est gagnée du côté palestinien. Les crimes sont tellement abominables, on voit tellement d'enfants mourir, tellement de massacres. On les nomme pas, ils n'ont pas de nom, il faut les déshumaniser encore une fois, mais il n'en demeure pas moins que si les questions sont portées sur le plan du droit, Israël sera condamné. Problème, on condamne, on ne fait pas pression. Israel always victimizes itself, and I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. Israel wants you to believe that they are the victim. Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic psychopath. He fucks you up and then he makes you think it's your fault. Quand ils disent là, les représentants d'Israël en France ou ailleurs, nous on n'a pas de leçon à recevoir des États-Unis, nous on n'a pas d'autorisation à demander un tel ou un tel, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'en fait ils sont au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de l'ONU, ils sont au-dessus du droit international, ils sont au-dessus des États-Unis, ils sont au-dessus de Dieu, selon eux. Il faut comprendre que le type qui est au pouvoir aujourd'hui commence à reculer. Il a accepté de négocier une trêve parce qu'il est coincé, parce que les gens le critiquent, parce que son état-major ne lui fait pas confiance, parce que son système sécuritaire est nul et non avenu, et surtout parce que son dôme de fer qui était soi-disant invincible a été vaincu, son mur a été vaincu et son armée n'a pas été capable de faire face. Donc aujourd'hui, il se sent fragile. Les Américains ne font pas pression parce que Biden est à 20 ans de guerre, mais il n'en demeure pas moins qu'il va finir par reculer et que ses objectifs de guerre affichés au départ, c'était l'annihilation, il appelait ça l'éradication du Hamas. Aujourd'hui, il discute avec le Hamas. Donc il ne peut pas les éradiquer et il a revu à la baisse ses objectifs. La victoire russe en Ukraine et l'embourbement israélien à Gaza, parce que ça va mal aussi à Gaza hein, pour les Israéliens. La guérilla urbaine des ruines, c'est pas une balade en forêt hein, pour eux. On a d'avoir les chiffres. C'est en train de traduire donc un rapport de force qui s'inverse et un rapport de force qui ne diminue pas leur arrogance. Ce qui renforce les gens qui étaient jusqu'ici muets, qui n'osaient pas critiquer les États-Unis, qui n'osaient pas critiquer Israël. Tous ces gens-là osent critiquer puisque, en fait, ils voient bien que l'adversaire est affaibli. Vous êtes en attente d'un sauveur. Votre docilité est importante pour nous. Merci de patienter encore quelques années, le temps que nous instaurions une dictature mondiale.